Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, on est ravis ce soir d'accueillir Boris Cyrulnik, d'accueillir Delphine Orviller et puis de vous accueillir tous. Cette salle est pleine à craquer. Beaucoup de personnes voulaient faire partie du public ce soir. Et voilà, c'est vraiment une grande joie de voir que vous êtes tous présents pour parler de ce sujet qui va nous relier ce soir, qui est dans le cadre du Théma Y croire, où on s'interroge depuis début octobre sur la question des croyances. Alors on a parlé notamment des rites et de ce qu'ils racontent de nos sociétés. On a parlé du lien avec nos morts. On a même visité des cimetières de façon philosophique. Et puis, ce soir, on va s'intéresser à la question de la transmission. Quand on vous a contacté il y a quelques mois et qu'on a parlé de ce thème des croyances et que vous avez échangé entre vous, je crois que c'est assez unanimement que cette question de la transmission est venue. Et on le comprend quand on voit votre parcours. Boris Cyrulnik, vous êtes donc neuropsychiatre. Delphine Orviller, vous êtes rabbin. Mais vous êtes aussi tous les deux auteurs avec cette idée de transmettre justement des valeurs, des connaissances et surtout de créer cet échange. On va en parler ensemble. Merci vraiment encore une fois d'être présent ce soir et de partager ce moment avec nous. Juste quelques mots pour vous dire que demain, sur ce plateau, ici même, nous accueillerons également Hugo Clément. Alors c'est un peu un prélude à Passion Bleue que l'on retrouvera au mois de mars. Mais Hugo Clément sera là demain. Il reste quelques places encore, si vous le souhaitez. Et il viendra nous présenter son nouveau livre, qui est un roman graphique qui s'appelle Le théorème de Vakita. Mais tout de suite, parlons de ce beau mot qu'est la transmission. Merci à vous. Alors, le problème est facile. On ne peut pas ne pas transmettre. Dès l'instant où on est en coprésence, même silencieux, ça transmet. Mon silence vous a interloqué. J'ai transmis. On a transmis. Mais alors, il y a plusieurs manières de transmission. Il y a la transmission biologique, donc là, je ne vais pas trop en parler. C'est les chromosomes, c'est des tas de trucs. Mais dès le début, on sait que la transmission, même quand elle est biologique, elle est modifiée par le milieu. Et dans le milieu, il y a des corps, inévitablement. Seulement, nous, on est une espèce parlante. C'est-à-dire que dès l'instant où on est capable de faire vivre un monde avec nos mots, on est capable de faire des représentations au sens théâtral du terme, c'est-à-dire qu'on voit des gens bouger, on imagine des gens bouger, on les entend parler, et forcément, ça transmet quelque chose qui déclenche une émotion. Sauf que nous, espèces parlantes, on peut très bien transmettre une représentation qui désigne quelque chose du réel, aussi bien qu'on peut transmettre une représentation qui ne désigne rien du réel. Et dans ce cas, on se trouve dans un cheminement qui peut être tout à fait logique et coupé de la réalité, c'est-à-dire c'est la définition du délire. D, l'ira, D privatif, l'ira, le sillon tracé sur la Terre. Et ça pose un problème, c'est que le fait d'être doué d'un système qui nous permet de créer un monde de mots, crée en même temps la merveille et l'horreur. La merveille, c'est-à-dire la pensée, la créativité, les œuvres d'art. On peut très bien faire avec nos mots, faire une transmission de quelque chose impossible à percevoir. Dieu, la guerre de 100 ans, la vie après la mort. Je ne sais pas. Et pourtant, je peux très bien faire une représentation alors que je sais que c'est impossible à percevoir. C'est la fonction des artistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien mettre en scène quelque chose qui désigne, par exemple, Jean-Claude Carrière, qui est venu ici, avait fait un truc magnifique sur la disputation de Valladolid. Parce que le théâtre avait une fonction démocratique.
chez les Grecs, les comédiens devaient jouer sur la scène les problèmes de la cité. Et après la pièce de théâtre, on obligeait les citoyens à rester dans la pièce de théâtre et à débattre. Vous pensez bien qu'ils n'étaient jamais d'accord, forcément, mais il y avait un débat démocratique, donc il fallait argumenter. Et c'est probablement le théâtre grec qui est à l'origine de cette idée de démos, de gouvernement par le peuple, la démocratie, où on n'est jamais d'accord, et pourtant on a un degré de liberté. Alors que, après la disputation de Valladolid, avant la disputation, les Indiens n'avaient pas d'âme. C'était logique, ils n'avaient pas la même couleur de peau que nous, ils n'avaient pas les mêmes croyances, vous pensez bien qu'ils n'avaient pas d'âme. Et puis, pendant la disputation, Jean-Claude Carrière met en scène des choses absolument savoureuses, et puis on découvre que les Indiens sans âme, à un moment, le prêtre se fâche tellement qu'il se lève et il tombe et il roule avec sa robe rouge et du coup les Indiens éclatent de rire. Paf, on avait la preuve que c'était des êtres humains parce qu'ils avaient éclaté de rire. Donc avant la disputation, on pouvait les atteler, on pouvait les dépecer, on pouvait les tuer, c'était pas un crime. Dès l'instant où l'éclat de rire leur a accordé une âme, ça devenait des êtres humains. On ne pouvait plus les tuer, ça devenait un crime. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre avait complètement métamorphosé la situation, avait métamorphosé la situation des Indiens. On ne pouvait plus les tuer, ça devenait un crime, alors qu'avant c'était le même acte, n'avait aucune importance, c'est pas un crime d'écraser un cancrelat. C'est ce que j'ai entendu quand j'étais au Congo ou après le génocide ou au Rwanda. Écraser un cancrelat, c'est quand même pas un crime. Écraser un homme, mais un Hutu, c'est pas un homme. Une représentation peut très bien créer en même temps la merveille, l'art, des récits sur la guerre de 100 ans, sur l'origine de l'homme, sur la vie après la mort, sur les comparaisons entre les cultures, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir et pourtant qu'on peut éprouver émotionnellement grâce à la représentation. C'est la merveille que crée la condition humaine, la condition parolière des êtres humains. Et ça peut être aussi l'horreur, parce que on peut, comme les mots peuvent très bien se couper de la réalité, il suffit de dire qu'un Hutu est un cancrelat pour que ce ne soit plus un crime, et peut-être même c'est un devoir de l'écraser. Et je crois qu'on peut faire ça aussi pour les Arméniens, on peut faire ça aussi pour tous les crimes qui sont actuellement commis, parce que vous avez sûrement remarqué que la plupart des guerres sont des guerres de croyance. Au début, il y avait des guerres de survie. Quand la Provence est bien placée pour ça, puisque les morts, qui étaient d'excellents marins, venaient, mais ils n'avaient pas les bonnes terres. Ils se mettaient sur des pitons rocheux où il y avait moins d'eau et où la terre était moins bonne. Donc très rapidement, ils mouraient de faim. Donc il était nécessaire d'organiser une razzia sur le village d'à côté pour ne pas mourir. En Assyrie, les cités-États faisaient ça régulièrement. Il paraît que ces guerres étaient d'une grande cruauté. Mais ça, c'est des guerres de survie. C'est pas bien. Mais il y a quelque chose à comprendre. Alors que dans les guerres de croyance, c'est des guerres qui peuvent être qui sont coupées de la réalité puisqu'on ne peut pas les démontrer. Mais en revanche, on peut les éprouver. On peut éprouver intensément une représentation qu'on ne peut pas démontrer. Donc c'est la parole, le monde de la parole qui nous caractérise, nous, êtres humains, même si les animaux commencent déjà à comprendre beaucoup de nos mots. Je sais par exemple que les chats ne miaulent que quand ils sont face à face avec un être humain.
Alors là, ils miaulent parce qu'ils ont compris dans leur mentalité de chat, ils ont compris que les êtres humains attachent beaucoup d'importance à cet orifice-là, soit pour mettre des choses dedans, soit pour sortir des mots dehors. Alors quand on s'adresse à un chat, très souvent, il y répond en miaulant, ce qu'ils ne font jamais dans un monde interchat. Dans un monde interchat, ou bien ils s'évitent, ou bien ils se bagarrent, ou bien c'est la sexualité. Alors là, on les entend. Mais les chiens, en revanche, accèdent beaucoup plus au monde de mots que les chats, puisque les vétérinaires ou les éthologues avec qui je travaille m'expliquent qu'un chien humanisé peut comprendre 2 à 300 de nos mots. C'est largement suffisant pour faire une carrière politique. Mais c'est peut-être même trop, Mais donc ça veut dire que nous, les animaux se bagarrent, mais ils se bagarrent pour la survie, pour protéger les petits, pour protéger leurs aliments, pour protéger leur territoire. Et il y a des rituels d'interaction qui permettent d'arrêter la bagarre dès que l'un des deux dit « j'arrête, pousse, je joue plus ». La bagarre s'arrête. Il ne peut pas y avoir de génocide. Alors que nous, êtres humains, quand on se soumet à une représentation cohérente mais coupée de la réalité, c'est ce que je propose d'appeler un délire logique, quand on se soumet à une représentation délirante, logique, rien ne nous arrête. Tuer l'autre, c'est presque un devoir, c'est une fierté, c'est pas un crime. Alors l'exemple que je propose pour illustrer cette notion de délire logique, c'est quand j'étais en Martinique, où ils sont encore très sensibles au problème de l'esclavage, ils m'avaient montré des registres de commerce. Le mot est difficile à prononcer, mais c'est comme il est écrit. Et il est écrit qu'il faut absolument ne pas supprimer l'esclavage parce que sinon le prix du sucre va augmenter. Ce qui est logique. Dans une théorie économique, c'est logique. Et au nom de cette logique, pour faire du commerce, des gens ont organisé, ont pillé un continent, détruit des cultures et tué et rendu malheureux pendant plusieurs générations, encore aujourd'hui, des centaines de millions de gens. Voilà l'exemple du délire logique. Et je crois qu'actuellement, il y a des guerres. Il y a peut-être des guerres de survie. Si la sécheresse se développe, comme c'est en train de faire, il y aura des guerres de survie. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des guerres de croyance que des guerres de survie. Voilà les 2-3 idées que je voulais vous proposer, juste pour amorcer le débat. Fermez les portes, on va débattre. Bonsoir à tous. J'espère qu'on va débattre. D'abord, je voudrais commencer en vous disant que je suis impressionnée parce que j'ai une immense admiration pour Boris Cyrulnik. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette femme? Non. Alors, il y a un principe clé dans le Talmud. Je commence comme ça, dire qu'il ne faut pas dire du bien en présence des gens. Alors, je vais lui demander de se boucher les oreilles un instant pour pas entendre ce que je voudrais dire. En fait, j'ai une émotion particulière parce que j'ai grandi dans une famille où la transmission était quelque chose de compliqué pour bien des raisons. Elle passait par des mots pour une partie de ma famille et elle passait précisément par l'absence de mots pour une autre partie de ma famille. Il y avait des choses dont on ne pouvait pas parler et quelque chose d'une douleur et d'un traumatisme se transmettait par le silence absolu et l'absence de mots. Et il m'a semblé dans ma vie qu'à bien des moments, les livres de Boris Cyrulnik étaient venus dire ce que ma famille n'arrivait pas à dire, qu'il y avait une philosophie, une pensée, une conversation engagée qui parlait de nous, mais pas que de nous. Et c'était sa grandeur, les paroles de Boris Cyrulnik, mais on vient de les entendre. Elle parle avec beaucoup de pudeur, je trouve, toujours de lui, mais pas que de lui, en parlant des autres. Et j'avais l'impression que ces paroles parlaient de moi et qu'ils mettaient des mots là où dans ma famille, il y avait que du silence.
Et ma mère, par exemple, qui parlait, je suis désolée, c'est un moment psychanalytique, voilà, je vais m'allonger. Ma mère, qui ne parlait pas beaucoup, elle lisait religieusement, toujours, comme elle continue de le faire, les livres de Boris Cyrulnik, elle les annotait. Moi, je lisais dans la marge ce qu'elle écrivait, comme si elle m'avait laissé un code mystérieux qui me concernait. Elle avait un tel rapport proche à Boris Cyrulnik que c'est devenu une blague entre nous. Je suis obligée de la raconter. Un jour, ma mère, elle m'a dit, tu sais... Boris Cyrulnik, il m'a dit... Alors je lui ai dit, ah bon, mais tu l'as rencontré? Elle m'a dit, non, je l'ai vu à la télé. Et donc, elle avait interprété ce que vous disiez à la télé comme une vraie conversation vivante qu'elle avait eue avec vous. Mais je trouve que ça disait quelque chose sur la problématique du silence dans la transmission, parce que vous avez parlé de la force du langage dans la transmission humaine. Mais moi, j'ai la conviction que je me suis construit à la fois avec des mots et avec énormément de non-mots et de silence. Et qu'en fait, ce silence et cette difficulté de transmission par la parole, elle a énormément à voir avec celle que je suis devenue, y compris avec mon engagement rabbinique et mon exercice rabbinique. Ça peut sembler étrange, mais ce que je veux dire par là, c'est que mon activité principale comme rabbin, c'est de faire parler le silence. Je le fais en tout cas à chaque fois que je me plonge dans le texte, parce que l'exégèse, c'est exactement ça. Vous avez un texte, souvent un texte sacré, vous pourrez lire la Bible, la Torah, le Coran, peu importe, et en fait, ce texte, vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Parce que simultanément, il parle et il ne dit pas. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. On peut deviner ce qu'il peut dire. Souvent, ce qu'il peut dire est beaucoup plus grand que ce qu'il veut dire. Souvent, ce qu'il peut dire peut vous emmener vers des hauteurs lumineuses, comme vers des catastrophes mortifères et assassines. Et on en reparlera peut-être, on le voit aujourd'hui. Donc le texte est pétri d'un silence qui attend que vous le fassiez parler, pour le meilleur et pour le pire. Il y a un silence dans le texte que les exégètes ont pour devoir de faire parler, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, c'est intéressant quand on lit, par exemple, ou quand on regarde un rouleau de la Torah. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà vu à quoi ressemble ce parchemin, un rouleau de la Torah. Il est écrit d'une façon très particulière. Il y a plein de lettres. C'est ultra codifié. Il faut les écrire d'une certaine manière. Il y a des gens qui passent leur vie à dessiner, à calligraphier ces lettres. Et il suffit qu'il manque une lettre pour que le rouleau soit pas cachère, c'est-à-dire qu'on n'ait pas le droit de l'utiliser. Mais les règles de la calligraphie sont encore plus strictes que ça. Elles disent que non seulement il faut que les lettres soient présentes, c'est-à-dire que la parole soit là, mais il faut que le vide soit respecté. C'est-à-dire que pour que le rouleau soit sacré ou lisible, il ne faut pas juste que les mots soient inscrits, il faut que les espaces entre les mots, les vides, les moments où on va à la ligne et les marges soient présentes. Et qu'est-ce que tout ça vient raconter? Que quelque chose se transmet, pas juste dans ce qui est, mais aussi dans ce qui n'est pas, ou alors dans ce qui n'est plus, ou dans ce qui n'est pas encore. Et je me rends compte aujourd'hui que l'absence de mots et le silence qui était si présent dans ma transmission familiale a à voir avec celui que j'essaie d'explorer tant bien que mal aujourd'hui. Alors bien sûr, je me rends compte que la transmission qui est commun à nos mondes, c'est mon sujet d'enquête principal. Je n'écris que là-dessus, en réalité. J'ai écrit un livre précisément et complètement là-dessus qui s'appelle « Comment les rabbins font les enfants ?» et je ne vous dirai pas. Et ce que j'essaie d'y développer dans ce livre, c'est à quel point toutes les transmissions telles qu'elles sont racontées dans les livres sacrés sont toutes plus ou moins dysfonctionnelles. C'est intéressant, les familles dans nos textes sacrés, les familles des patriarches, les célèbres familles dans les textes sacrés de la Bible, sont des familles toujours ultra dysfonctionnelles. Il y a des choses qui s'y disent, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à y dire, et il y a des leitmotifs récurrents, permanents, extrêmement problématiques. Par exemple, si je devais vous résumer maintenant la Genèse en une phrase, ça vous fait gagner du temps si vous ne l'avez pas lu. La Genèse, ça se résume en une phrase, c'est... Ça, c'était un jingle, en fait. C'est comme ça. La Genèse en une phrase, c'est « Je ne peux pas blairer mon frère ». Et c'est vrai à chaque génération. C'est-à-dire que
Caïn, il ne peut pas supporter Abel, Isaac et Ishmaël ne s'entendent pas, Jacob et Ésaü, ça ne va pas du tout, Joseph et ses frères, ça ne marche pas. En fait, à chaque génération, on ne peut pas blairer son frère. Et pourquoi on ne l'aime pas, ou pourquoi on veut le tuer, ou pourquoi on le jalouse, c'est un problème éternel qui n'est pas sans lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, on en parlera peut-être, mais pour moi, l'antisémitisme a quelque chose à voir avec ça aussi. C'est toujours lié à une forme de jalousie par rapport à la bénédiction parentale. Dans la Bible, de façon récurrente, les parents ont un problème, ils préfèrent un des enfants à un autre, ils préfèrent un fils, et ils semblent ne pas pouvoir donner la même bénédiction à un autre enfant. Il y a une problématique de transmission aussi de ce point de vue-là. Et ça dysfonctionne en permanence, cette transmission, jusqu'à ce qu'on arrive, je suis désolée, je fais un cours de Bible en 5 minutes en raccourci, jusqu'à ce qu'on arrive à une génération modèle dans la Bible que peu de gens connaissent, mais elle est ultra importante. C'est la génération des enfants de Joseph dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mobilisez maintenant vos souvenirs de catéchisme ou de bar mitzvah, je ne sais pas. Joseph, dans la Bible, qui est le fils de Jacob, il a 2 enfants, et pour la première fois dans l'histoire biblique, arrive une séquence dans la Genèse où 2 enfants sont aimés de la même manière et vont bien s'entendre. Et alors, ils sont tellement importants que dans la tradition juive, à chaque fois qu'on bénit les enfants, et à chaque fois qu'on veut leur offrir une bénédiction, c'est-à-dire la puissance de la transmission, on les fait approcher, et on pose la main sur leur tête, et on appuie, parce que la bénédiction, c'est lourd. Une bénédiction, ça fait toujours poids. Ça vous écrase un peu. Si vous n'êtes pas chargé de la bénédiction, si vous n'êtes pas lesté par une bénédiction, alors c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Vous n'avez nulle part où aller. Il vous faut ce poids de la bénédiction. Et alors la bénédiction des enfants, dans la tradition juive, elle est très simple. On appuie sur leur tête et on leur dit « Puisses-tu être comme Éphraïm et Ménaché, comme les enfants de Joseph ?» Et pour comprendre ce qu'on leur murmure à l'oreille à ce moment-là, et le poids de cette bénédiction, je pense qu'il faut comprendre ce que signifient ces mots dans la Bible. Le nom d'Éphraïm et de Ménaché a une signification. C'est comme un code, un message codé, qu'on transmet à nos enfants. Ménaché, en hébreu, ça veut dire « oubli ». C'est bizarre, hein ? Et Éphraïm, en hébreu, ça veut dire « fleuri ». Quand on fait approcher nos enfants et qu'on leur met un poids sur la tête en disant « voilà ce qu'on se transmet », et qu'est-ce que c'est lourd sur tes épaules et ça t'écrase, tu pourrais t'imaginer que ça t'empêchera d'aller ailleurs, mais au même moment, on te murmure à l'oreille « puisse y avoir dans ta vie de l'oubli pour que tu fleurisses ». C'est bizarre hein, parce qu'il y a un paradoxe très particulier là. On dit qu'il faut se souvenir d'oublier. En fait, il faut transmettre quelque chose qui fait qu'on n'oubliera pas, mais qu'en même temps, ce poids de la transmission ne nous clouera pas au sol, mais sera suffisamment objet de peut-être réécriture, un oubli qui nous permet de revisiter notre histoire et qui fait qu'on pourra fleurir et pas juste être écrasé par le poids d'une malédiction. Et j'y pense beaucoup aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'avais hâte d'être ici pour vous et surtout pour dialoguer avec Boris Cyrulnik. Je trouve qu'on vit dans un tel temps de récits victimaires. On a l'impression qu'on est entouré de gens qui ne se racontent plus leur histoire que par la souffrance de leurs ancêtres ou de leur tribu ou de leur ethnie ou de leur couleur ou de leur groupe d'affiliation. Et il y a une compétition qui fait que parfois, on en veut même à quelqu'un d'autre, peut-être parce qu'il aurait un peu plus souffert que vous, je ne sais pas, tellement on voudrait lui confisquer cette place. Et surtout, dans cette compétition-là, il y a quelque chose qui nous condamne ou nous interdirait d'oublier pour fleurir. Quelque chose qui serait vraiment de l'ordre d'une malédiction mémorielle qui nous empêche d'aller ailleurs. Je voudrais ajouter un tout petit mot avant qu'on engage une conversation là-dessus, partager quelque chose de très personnel qui peut-être nous emmène complètement ailleurs. Je me rends compte que dans mon histoire familiale, comme je le disais tout à l'heure, il y a un élément de parole et un élément de silence. Mes grands-parents paternels ont été sauvés pendant la guerre par des justes
par des non-juifs qui ont fait qu'ils ont pour toujours eu une confiance incroyable en l'autre. Et mes grands-parents maternels ont une histoire qui raconte l'inverse. Une histoire de silence et une histoire de méfiance et une histoire de meurtre qui les a à tout jamais empêchés d'avoir confiance en l'autre. Et je me rends compte aujourd'hui, et je mets les pieds dans le plat, parce que finalement je ne peux parler que de ça aujourd'hui, que depuis quelques semaines, je réalise que moi qui ai toujours privilégié le témoignage de la parole et la possibilité d'avoir confiance et de savoir que l'autre sera là pour vous sauver, il m'arrive de douter et d'entendre résonner très fort dans ma tête l'autre récit. Celui de la méfiance et de la peur que l'histoire ne bégaye et nous emmène vers les pires malédictions. Je suis très embêté parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Alors, comment va-t-on faire pour se disputer ? Alors, le silence est un mode de communication. Sans silence, on n'entendrait pas la musique. On entendrait du bruit, des sons, mais pas la musique. Il faut donc qu'il y ait des variations de hauteur, d'intensité, et surtout qu'il y ait le silence qui donne le rythme. Mais une fois que la musique est énoncée, parce que la musique, ça peut être considéré aussi comme un presque langage. Une fois que la musique est énoncée, on l'interprète. Les musiciens l'interprètent et les auditeurs l'interprètent. Et nous, quand on vit dans un monde humain, on vit dans un monde matériel. Il faut de l'eau, il faut de l'oxygène, mais on ne vit pas que dans un monde matériel. À cause de notre aptitude à la parole, on vit forcément dans un monde d'interprétation. Et on interprète ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend. Pour illustrer cette idée, je me rappelle quand j'étais praticien, il m'est arrivé d'avoir accompagné un couple de faux jumeaux. Ils détestent qu'on dise faux jumeaux. On a des vrais jumeaux, sauf qu'il y en a un qui est un gars et l'autre qui est une fille. Mais ils veulent donc... le garçon me dit, il y avait une trentaine d'années, et il me dit, nous, on a eu une enfance de rêve. Nos parents étaient des 68ards qui passaient leur temps à fumer des pétards et à faire la révolution jusqu'à 4 heures du matin. Et je faisais ce que je voulais, je me couchais chez les copains où je voulais, j'allais à l'école quand je voulais, mes parents ne me disaient jamais rien. On a eu une enfance de rêve. Quelque temps après, je vois la fille qui me dit « On a beaucoup souffert dans notre enfance. Nos parents étaient des 68ards qui ne pensaient qu'à fumer des pétards et faire la Révolution française, la Révolution jusqu'à 5 heures du matin. On était tout seuls tout le temps. On a beaucoup souffert. » Les deux disaient les mêmes choses, les mêmes faits, ils énonçaient les mêmes faits, interprétés de manière carrément opposée. On n'est pas passif dans notre vie. On peut percevoir, sentir, interpréter et dire. Et le silence structure la communication. Et je fais partie d'une génération qui, après la guerre, a eu ce choix impossible. Si on parle, on transmet l'horreur. Si on se tait, on transmet l'angoisse du vide, l'angoisse, la non-représentation. Et donc, deux dangers nous menaçaient. Le premier, c'était de parler, de faire du mal aux gens qu'on aimait. Et le deuxième, c'était de se taire et de les angoisser. D'où l'intérêt de passer par la parole d'un autre. Donner la parole à un porte-parole, le comédien, l'écrivain, la nécessité d'écrire, la nécessité d'avoir quelqu'un qui aura un peu de recul ou qui prendra un peu de recul pour donner une forme verbale, et lui, elle pourra dire ce que je n'ai pas la force de dire. La nécessité de l'art qui est aussi une forme d'interprétation, mais c'est une interprétation supportable, parce que dans une famille,
La proximité affective donne tellement de poids au mot qu'un mot de travers et on est blessé. Si je vais acheter mon pain et que ma boulangère me dit « Monsieur Cyrulnik, je ne vous aime pas », je vais me dire « Tiens, elle est bizarre, elle ne sait pas ce qu'elle perd ». Mais je ne vais pas être blessé. Si ma femme ou mes enfants me disaient les mêmes mots, là, ça serait une blessure grave. La proximité affective qui nous sécurise, qui nous donne le plaisir de vivre, qui donne sens à notre vie aussi, parce que pourquoi on travaille ? C'est pour les autres. Si ça tenait qu'à nous, on serait sur la plage toute la journée. Hein. Donc c'est pour les autres. C'est ce qui donne sens à notre vie, c'est l'autre, l'affection, l'angoisse et la mort. La mort donne sens à la vie. La contrainte à savoir pourquoi on est là, on est sur Terre que pour 120 ans. Hein, génétiquement c'est vrai, et bibliquement c'est vrai aussi. On est sur Terre que pour 120 ans. Ceux qui meurent avant sont en droit de déposer une réclamation. C'est-à-dire que c'est la mort, l'angoisse nous contraint à remplir ce vide pour contrôler l'angoisse et donc à métamorphoser la souffrance pour en faire une œuvre d'art. Si bien que quand on a le choix entre raconter l'horreur et blesser ceux qu'on aime, se taire et les angoisser, on peut passer par le détour du tiers, le porte-parole, qui peut être un comédien, qui peut être un rabbin, un curé, qui peut être un écrivain, qui peut être un philosophe, n'importe quel porte-parole. Oui, c'est vrai que je vis cette situation, comme vous en doutez, très souvent, notamment, précisément, lorsque je suis amenée à accompagner des mourants, accompagner le deuil ou des familles endeuillées. Effectivement, il y a une attente particulière vis-à-vis de ma fonction lorsque je surgis, que je puisse agir comme médiatrice, c'est-à-dire que tout à coup une parole se dit en ma présence qui évidemment ne se dirait pas si je n'étais pas là, moi ou quelqu'un d'autre. Et puis c'est aussi ce qui arrive parfois quand on enseigne, mais vous le savez sûrement, c'est troublant parfois, et ça doit même arriver encore ce soir, maintenant au moment où on parle dans la salle, c'est que parfois quand vous enseignez, quand vous parlez, il faut être conscient que les gens entendent des choses que vous ne dites absolument pas. Non seulement vous ne les dites pas, mais les gens comprennent des choses que vous ne savez pas. Moi, ça m'arrive tout le temps. Les gens m'arrêtent dans la rue et me disent « Grâce à vous, j'ai compris que... » blablabla. Et je dis à ces gens « Vous ne pouvez pas l'avoir appris de moi, puisque je ne le sais pas. » C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont entendu, dans ma voix ou dans la vôtre, des choses qui sont entrées tout à coup en résonance, qui se sont tissées ou tressées à leur esprit et à leur pensée, de telle sorte que ça a été fertile et quelque chose en est né, mais nous-mêmes, on ne maîtrise pas nécessairement ce qui se transmet à cet instant. C'est assez troublant de voir que l'autre a appris de vous, ou a lu dans vos livres, ou entendu dans vos cours, quelque chose que vous n'avez pas écrit ni dit. Mais c'est comme si vous aviez arroser une plante ou planter des graines, je ne sais pas quelle serait la meilleure image, qui vont pousser dans un esprit. Et je trouve que c'est la magie aussi de cette transmission. Je voudrais dire un mot aussi par rapport à ce que vous disiez, Boris, tout à l'heure sur le propre de l'homme, finalement, cette question philosophique du propre de l'homme, qui est une espèce d'infini, une question infinie de la philosophie. À travers les siècles, on se demande tout le temps c'est quoi le propre de l'homme. À certaines époques, on se dit c'est le langage, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une parole ou un langage, on va dire, des animaux. À d'autres époques, on s'est dit que le propre de l'homme, c'était l'humour, la capacité à faire des blagues. Mais aujourd'hui, je crois qu'on sait que les primates font de bonnes blagues, sont capables de se faire vraiment des petites blagues à la hauteur de tout ce qu'on peut trouver sur TikTok aujourd'hui. Et c'est pas que ça. Après, on a dit que le propre des animaux, c'était les rites funéraires. Et puis, on a compris qu'il y avait des cimetières d'éléphants. Donc, c'était sans doute pas ça non plus. Et moi, j'aime bien l'idée. Elle a été développée notamment par Yuval Harari dans son livre « Sapiens », quand il explique que le propre de l'homme, c'est la capacité, un peu comme vous l'avez dit il y a un instant, de se raconter des histoires. Et même pire encore, de croire aux histoires les plus loufoques qui se racontent, ce qui permet à l'humain, effectivement, de créer... des équipes de foot ou des syndicats, plein d'autres choses, c'est-à-dire des narratifs particuliers qui sont fictifs, mais qui vont lui permettre
d'agir d'une certaine manière. Dans Sapiens, il y a une phrase que j'adore, je la cite souvent parce que je la trouve à la fois terrifiante et juste. Harari, il écrit que on n'a jamais pu convaincre un gorille, on n'a jamais pu le convaincre de vous donner sa banane, simplement en lui disant qu'en échange, il recevra 100 bananes au paradis des gorilles. Ça ne marche pas avec les gorilles, mais avec les êtres humains, apparemment, ça marche très bien. Mais oui, parce que la passion est supérieure à nos intérêts et qu'on est capable, pour une passion, on est capable de croire tout et son contraire. Vous avez dit aussi quelque chose qui me touche, c'est que actuellement, on voit apparaître un argument pour prendre le pouvoir qui est de se faire passer pour victime. C'est-à-dire que c'est une méthode c'est une méthode pour accéder au pouvoir. Je suis plus victime que vous, donc taisez-vous. Moi, j'ai droit à la parole. J'ai été initié par ma souffrance, donc moi, j'ai droit à la parole, alors que vous avez droit seulement de vous taire. Et cette attitude-là, qui se développe beaucoup dans notre culture, ça nous rend prisonniers du passé. C'est-à-dire que ça arrête l'évolution. Or, nous, comme on est inventif, on crée avec des mots, on crée avec des machines, on crée tout le temps. Dans le syndrome psychotraumatique, qui se développe beaucoup, et Toulon est tragiquement bien placé pour en parler, puisque c'est un port de guerre et qu'il y a beaucoup de jeunes soldats très bien formés physiquement, intellectuellement, éthiquement. Beaucoup de jeunes soldats sont rentrés d'Afghanistan ou du Mali, dont plus personne ne parle. Ils sont rentrés avec des syndromes psychotraumatiques qui foutent en l'air leur vie. Ils ne peuvent plus aimer, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus jouer, ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus vivre. Prisonniers du passé. Prisonniers du passé. Et quand on rumine, on se rend prisonnier du passé. Donc le seul moyen de se libérer du passé, c'est ce que le mot que vous avez prononcé, c'est la réécriture. Il faut comprendre. Parce que quand on cherche à comprendre ce qui nous est arrivé, on ajoute dans notre mémoire, on ajoute ce qu'on a compris à ce qu'on a subi. Donc on métamorphose la représentation du passé. On n'est plus prisonnier du passé puisqu'on l'a métamorphosé. Et là, il faut faire donc un travail de réflexion. Il faut d'abord avoir un temps de soutien, se sentir protégé, se sentir en sécurité avec vous. Je me sens bien près de vous, je me sens en sécurité, donc je peux parler librement et essayer d'être authentique, même si dans l'authenticité, je peux très bien dire le contraire de ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. Je peux être très bien authentique chaque fois, différemment, mais chaque fois. Or, dans notre histoire française, on a connu ça. En 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse et reçoit une raclée à Sedan. Qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles françaises? Au lieu de chercher à comprendre pourquoi, dans les écoles, on a appris aux enfants la haine des Boches. Le temps de leur apprendre la haine des Boches, ça a mené logiquement à la guerre de 14-18, que les Allemands ont perdu, et surtout ils ont été escroqués par le traité de Versailles, où il y avait des dommages de guerre tellement forts qu'ils ne pouvaient plus reconstruire leur pays. Tout leur argent partait en dommages de guerre en France ou en Angleterre. Il n'y avait plus d'école. En Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Est arrivé un gars qui a inventé les jeunesses hitlériennes. 1919, le traité de Versailles, escroquerie pour les Allemands, qui sont détruits une deuxième fois. Et le gars qui invente les jeunesses hitlériennes, il s'appelle Balladur von Schirach. Il faut le faire. Hein. Donc, il faut être gonflé pour s'appeler comme ça. Il invente les jeunesses hitlériennes. J'ai eu à côtoyer quelques hommes et une femme qui avaient passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Ce n'était que du bonheur. Pourquoi?
on leur disait la seule vérité. Il n'y avait plus de débat démocratique. Il y avait une seule vérité, le mal, c'est l'autre. Nous, on est des victimes. Donc, on peut tout se permettre. Le mal vient de l'autre. Et j'ai côtoyé René Girard, ce anthropologue qui se disait anthropologue chrétien. J'ai eu le bonheur de côtoyer cet homme qui disait quand on ne peut pas débattre démocratiquement, se disputer, ne pas être d'accord, chercher à se convaincre, c'est-à-dire trouver un argument, trouver un article, trouver une position qui va permettre de modifier le monde mental de l'autre. Là, il y a une rencontre, on se rencontre. Même s'il y a une dispute, on s'est rencontrés. La boxe aussi est une rencontre. Il y a des rencontres de boxe. Mais ça ne fait rien. On est des êtres humains, donc on se rencontre. On a des formats, des développements différents, des histoires différentes. On a donc des compréhensions différentes. Et puis, qu'est-ce que ça a donné ? 1922, création des jeunesses hitlériennes. Ça débouche sur quoi ? 39-40. Mon témoignage, c'est que ces enfants étaient follement, je souligne, follement heureux. Follement, à la folie, heureux. Parce qu'il n'y avait qu'une seule représentation qui donnait la certitude. Le bien, c'est nous. Le mal, c'est l'autre. C'est ce que René Girard développait dans sa théorie du bouc émissaire. Et le bouc émissaire, qui c'est ? C'est l'étranger, d'où vient le mal, c'est le juif, c'est l'arabe, quand il vient d'arriver en France, c'est la femme sorcière, c'est celle qui a des connaissances qu'une femme ne devrait pas avoir. Donc, les premières femmes sorcières qui ont été brûlées sur un bûcher, c'était les sages-femmes, parce qu'elles savaient comment faire un accouchement. Elles avaient donc un savoir qu'elles n'auraient pas dû savoir. Et quand on vit dans un monde de certitude, ça débouche toujours sur un délire logique. Il est moral de détruire l'autre, et ça n'est pas un vrai crime. Donc malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre ce que René Girard nous a expliqué. Oui. C'est intéressant sur les figures que vous nommez de boucs émissaires. Moi, je pense toujours au fait, notamment la sorcière, les juifs, que dans plein de caricatures antisémites, le juif ressemble étonnamment à une sorcière. C'est-à-dire qu'on le représente avec les doigts fourchus, des cheveux fous, un grand nez. Enfin, c'est la même imagerie. En tout cas, ça relève d'un même territoire mental. Juste, moi, je me demande quand même s'il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui a changé un peu de sa manière par rapport aux époques du passé que vous évoquez, c'est que j'ai l'impression que dans les années 30 ou 40, dans la rhétorique fasciste traditionnelle, il fallait être fort. C'est-à-dire qu'on encensait à la fois la force, la valeur de la force, et donc ça allait de pair avec la virilité, l'idée du mâle alpha. En fait, il suffit de regarder les images des années 30 ou 40, la force du leader fasciste ou autoritaire doit s'inscrire dans l'hyper-virilité. D'ailleurs, à cette époque, c'est intéressant parce que la rhétorique antisémite est extrêmement centrée sur l'idée que les femmes ne sont pas... que les juifs sont féminisés. On accuse Léon Blum d'être une femmelette, d'être hystérique. On accuse les juifs de ce dont on accuse les femmes, d'aimer l'argent ou le pouvoir ou de ne pas être fiable. Il y a une féminisation du corps juif très particulière. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ignorent, mais parce que c'est quelque chose d'hilarant, mais au Moyen-Âge, beaucoup de textes antisémites étaient convaincus que les hommes juifs avaient leurs règles tous les mois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne crois pas. Et ce qui est troublant aujourd'hui, j'en arrive à ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à un autre discours. Tout à coup, il ne faut plus être fort, mais il est mieux vu d'être faible, d'être celui qui souffre, d'être la victime vulnérable par rapport à celui qu'on va décrire comme tout-puissant et ultra-viril. Et c'est intéressant que dans ce contexte, et je pense que ça n'échappe à personne, la représentation du juif, elle a basculé. Aujourd'hui, on voit bien, tout à coup, le juif, il est critiqué pas quand il a une image de femme, mais quand, au contraire, il est représenté sous les traits du mâle alpha, d'un soldat israélien viril ou armé jusqu'aux dents. Donc il y a un renversement de la rhétorique dans un contexte peut-être post-MeToo, ou à un moment où, heureusement d'ailleurs, on se soucie du droit des femmes, du droit des minorités sexuelles, des homosexuels, des trans, de se poser la question de pourquoi tout à coup l'ennemi, le bouc émissaire, va devenir une figure de virilité
plutôt qu'une figure de masculinité. Et puis en vous entendant parler de cette compétition victimaire, je suis obligée de raconter la petite histoire que je vous ai racontée en coulisses. Je la raconte très brièvement parce qu'elle m'a traumatisée un peu. J'ai une pièce de théâtre qui tourne un peu partout en France en ce moment et qui parle de l'identité. C'est mon moment publicitaire, ça s'appelle « Il n'y a pas de hasard ». Et en fait, je suis allée pas mal en province pour écouter la comédienne et la soutenir dans sa présentation de la pièce. Et il est arrivé quelques incidents parfois dans la salle, notamment récemment où j'étais 2 soirs de suite dans la salle de spectacle. Et le premier soir, il y a des gens qui sont sortis de la salle en disant que ma pièce était antisémite. Donc, je me suis dit très bien, ok, c'est intéressant, je vais l'ajouter sur le spectacle, sur l'affiche, pièce antisémite. Et le lendemain, il s'est passé une scène incroyable où il y avait, à la fin de la pièce, 2 personnes me sont tombées dessus de façon très agressive en m'expliquant que ma pièce était transphobe. Je me suis dit, oh, ça va faire beaucoup sur l'affiche, pièce antisémite et transphobe. Et donc je leur ai dit, mais c'est étrange parce que effectivement, je ris des juifs et des trans dans la pièce avec un humour de second degré. Et donc j'ai dit à ces personnes, pourquoi est-ce que quand on parle des trans, vous l'avez pris au premier degré, mais ça vous a pas gêné qu'on parle des juifs de la même manière? Est-ce que quand on parlait des juifs, vous l'avez pris au premier degré et ça vous a pas gêné? Ou alors là, vous l'avez pris au second degré, mais alors pourquoi vous l'avez pas pris au second degré quand on parlait des trans? Et là, elles m'ont dit, les juifs et les trans, c'est pas pareil. Alors j'ai dit, mais pourquoi c'est pas pareil? Et là, elles m'ont répondu, parce que nous, on a beaucoup souffert. Et la conversation était close. Alors on va la continuer, cette conversation quand même, parce que ce que vous dites, et je m'apprêtais à le dire, jusqu'aux années 60-65 à peu près, on était encore dans l'identification au vainqueur. Pendant très longtemps, quand un peuple était vaincu, quand une armée était vaincue, il prenait la religion du vainqueur, il prenait les coutumes du vainqueur, et c'était en s'écrasant, en détruisant une culture, c'était une manière d'établir la paix. Maintenant, c'est plutôt l'identification au vaincu. C'est-à-dire que maintenant, si on veut prendre le pouvoir, il faut se présenter en victime, parce qu'on ne peut pas agresser une ambulance. Donc ça veut dire que c'est une technique masquée de prise de pouvoir. Alors c'est vrai que les Juifs, dans les lectures du nazisme, on voit souvent ce juif intellectuel qui est donc méprisable parce qu'il est intellectuel, et qu'un homme, un vrai, c'est un homme fort que rien n'arrête. C'était l'identification au vainqueur, et ça a mené au virilisme stupide qui fait qu'on identifiait celui qui était capable de brutalité, était alors la position du cow-boy, Marlboro. La position du cow-boy, alors ça c'était très bien vu. Aujourd'hui c'est moins bien vu. Mais pendant très longtemps, un homme, un vrai, devait se poser, les jambes écartées, le regard au loin. Ça, le cow-boy. Aujourd'hui, donc, on a disqualifié ça. Parce que pendant très longtemps, on a vécu avec un sentiment de hiérarchie. Et notamment le darwinisme social, qui a été l'argument, la récupération pseudo-scientifique des théories de Darwin, avec un contresens énorme, facile à vérifier, que personne n'a vérifié, c'est que les nazis ont dit « le darwinisme, c'est la sélection du plus fort ». Et vous vérifierez sans peine, il y a forcément des biologistes dans la salle, vous vérifierez sans peine que ce n'est pas la sélection du plus fort, c'est la sélection du plus apte. Les dinosaures qui étaient les plus forts ont disparu parce que ce n'étaient pas les plus aptes. Quand le climat a changé, il paraît que le soleil avait du mal à rentrer sur la terre, donc les plantes n'avaient plus de chlorophylle, elles ont séché, donc les dinosaures n'étaient plus les plus aptes, n'étaient plus adaptés à ce nouvel environnement, donc les plus forts ont disparu. Et les mammifères qui n'étaient pas les plus forts, mais qui étaient les plus aptes à vivre dans ce nouveau contexte, se sont développés, et ça a donné les mammifères supérieurs, et les êtres humains qui sont des mammifères supérieurs. Donc cette notion de hiérarchie maintenant, elle est disqualifiée, mais quand on veut prendre le pouvoir, il est bien vu de se présenter en victime, parce qu'à ce moment-là, de quel droit vous m'agressez ? J'ai plus souffert que vous. C'est ce que vous ont dit vos
copine ou vos copains? Alors, c'est une nouvelle technique de prise de pouvoir. Et ce qui est dans l'évolution des idées, l'idée que je vous propose, c'est éviter la certitude, parce que la certitude arrête la pensée. Et qu'on n'a qu'à réciter. Notre chef dit que il n'y a qu'à réciter, on n'aura que des amis. Et là, en disant ça, je pense à Hannah Arendt. Hannah Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté pour mon dernier livre, où elle dit il faut qu'on garde quand même un degré de liberté intérieure. Quels que soient les discours qui nous entourent, c'est les discours des gens qu'on aime, c'est les discours de notre culture, on les entend. Mais il faut qu'on garde notre liberté intérieure, c'est-à-dire qu'on ait une possibilité d'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est ce qui fait la variation, donc l'évolution. Alors que si on n'a que des discours de certitude, on n'aura que des récitations. Et si on n'a que des récitations, le milieu change tout le temps. Le milieu climatique, le milieu social, le milieu des valeurs éthiques, ça change tout le temps. Tous les 10 kilomètres, tous les 10 ans, ça change. Si on vit dans un discours de certitude, arrive très vite le moment où on est désadapté du nouvel environnement, on s'effondre. C'est ce qui s'est passé pour le nazisme, c'est ce qui se passe d'ailleurs pour toutes les théories totalitaires, même celles qu'on voit réapparaître aujourd'hui sur la planète. Et vous remarquerez sans peine qu'aujourd'hui sur la planète, il y a un nombre croissant de dictatures qui sont élues. Et si ces dictatures sont élues, c'est parce que ce sont des peuples en difficulté qui cessent de réfléchir par eux-mêmes et qui veulent chercher un sauveur. Et il y a toujours un escroc culturel, qui dit « j'ai compris d'où vient le mal, votez pour moi, donnez-moi un peu de monnaie en passant, j'ai compris d'où vient le mal, ça vient de l'étranger, du juif, de l'arabe, ou du non. » Ou du doute même. Je vais vous débarrasser du doute. Exactement. Donc le doute, c'est fatigant le doute. C'est épuisant. Parce qu'il faut réfléchir, mais le doute c'est le premier degré de liberté. Puisque je doute, c'est qu'on me demande un choix. Si j'ai un choix, j'ai donc un degré de liberté. Mais je suis responsable, je deviens responsable, puisque j'ai la liberté. Alors que le bonheur dans la servitude, c'est de ne pas avoir de liberté. C'est de donner l'autorité à un autre, c'est de voter pour lui donner l'autorité à laquelle on va se soumettre confortablement. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Il sait d'où vient le mal. Et la tragédie commence à ce moment-là, parce que toutes les dictatures débouchent sur l'effondrement, à cause de l'idée que je vous propose, que l'environnement change tout le temps, donc il faut changer d'idée. Et quand on ne change pas d'idée, on s'effondre pour des raisons économiques, pour des raisons climatiques, pour des raisons techniques. Un jour ou l'autre, les dictateurs s'effondrent, c'est ce qu'ils font mieux d'ailleurs. Hein. Mais alors que ils ont donné un moment de bonheur, c'est la banane de votre copain le chimpanzé. C'est-à-dire que on peut pas le leurrer en lui disant mange pas cette banane. Si tu manges pas cette banane maintenant, tu en mangeras 100 quand tu iras au paradis. Avec un chimpanzé, ça marche pas. Avec un être humain, qu'est-ce que ça marche bien? Oui. Absolument, parce que ce que vous venez de décrire au sujet des leaders, on va dire populistes, ou qui surgissent un peu partout comme des champignons, est évidemment à l'œuvre depuis des années, par exemple au sein du monde religieux. On voit de quelle manière le fondamentalisme partout a le vent en poupe, le fanatisme en fait repose toujours sur cette même recette, sur la recette de l'indubitable, impossibilité qu'il y ait du doute dans vos croyances ou du doute dans vos lectures des textes. Moi, je pense toujours à un enseignement mystique dans ma tradition, la tradition juive. Il y a un enseignement que je trouve très parlant qui dit que le mot Dieu, un des noms de Dieu en hébreu, c'est Eli, mon Dieu. Et vous savez peut-être qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles. On peut vocaliser ces consonnes comme on veut. En fait, c'est que des consonnes, l'hébreu. Vous ajoutez des voyelles et vous formez des mots. Et quand on écrit le mot Eli, en fait, on peut le vocaliser tout à fait, et c'est correct, Oulai. Et Oulai, en hébreu, ça veut dire peut-être. Et moi, je trouve ça très intéressant d'imaginer qu'on croit à un Dieu qui s'appelle peut-être.
Ça résout pas mal de choses. Mais peut-être dans tous les sens du terme, c'est-à-dire le peut-être comme le refus de l'indubitable, comme le facteur d'incertitude, mais aussi comme le peut être, c'est-à-dire définir comme transcendant ce qui pourrait encore être. Cette capacité à changer d'avis parce que va surgir du neuf. Mais c'est très difficile dans un contexte de l'indubitable politico-religieux de plaider pour le doute. On devient comme inaudible parce que tout à coup, on vous accuse de relativisme, d'une neutralité dangereuse. Et c'est toujours effectivement beaucoup plus facile de convaincre tout le monde avec, à coup de certitude et de refus d'interprétation contraire. Sois loué, peut-être. Amen. C'est le mot de la fin où on vous passe la parole, c'est ça? C'est la fin de notre... Alors, je cherche le chef d'orchestre, mais je la vois pas. Je crois qu'on devait parler tous les deux et puis ensuite donner la parole à la salle. Oui, je crois que c'est le moment des questions. On peut continuer. Il y a des micros, je crois, qui sont censés circuler. Ah, voilà, la lumière se rallume. Que la lumière soit. Alors, en attendant qu'on passe les micros, je suis triste qu'on ait été pratiquement d'accord sur tout. Hein. Alors, trouvons un sujet de désaccord et qui nous permet de douter un peu, de bien s'entendre. Et pourtant, on n'a pas récité. Hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des conclusions de même famille. Pourquoi? C'est mystérieux, ça. Pourquoi est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui pensent dans la même famille? C'est mystérieux. Pour faire de la société paresseuse, il faudrait une pensée paresseuse. C'est-à-dire que là, le confort dans la servitude. Mais je pense que nous, ce qu'on aime, il y a le plaisir de l'effort. Et j'habite sur une corniche où tous les jours, je vois des femmes en train de courir. Elles souffrent. Elles sont en sueur. Elles rentrent chez elles, elles prennent une douche, et qu'est-ce qu'elles font le lendemain? Elles recommencent. Pourquoi? Parce qu'elles ont un but, elles ont une intention, elles ont un rêve à réaliser. Et je pense que quand on n'a pas de projet dans l'existence, la pensée paresseuse consiste à se soumettre. On va nous dire ce qu'il faut penser. On va nous dire ce qu'il faut acheter. Ce qu'il faut acheter. C'est même plus la peine de parler avec elle, elle sait ce que je vais dire. Je contrôle votre esprit. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la parole à la salle maintenant? On espère qu'il y a des questions, comme ça on pourra répondre par d'autres questions. C'est un grand truc. Oui, je vois qu'il y a plein de... Non, c'était une remarque parce que quand j'ai lu le thème, j'ai pensé tout de suite à un prêche de réconfort parce que je venais de perdre ma mère. Et le sens de transmettre, c'était que la personne qui mourait ne mourrait pas complètement parce qu'en fait, elle transmettait ce qu'elle avait vécu aux gens qui l'aimaient, qui continuaient à vivre après elle et qu'on se transmettait du vécu, de l'amour, etc. Mais pas seulement des représentations, quelque chose presque du corps qui a vécu, qui passait de génération en génération. Voilà. C'était donc, quand vous n'avez pas évoqué de cette façon, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire, puisque je sais que vous avez, c'est une grande expérience, l'un et l'autre là-dedans. Ce que j'ai pu apprendre en accompagnant le deuil, d'abord, c'est que on en parle toujours très mal. On essaie de poser des mots, et je m'excuse par avance s'ils sont maladroits. Je suis souvent amenée à le dire, mais le propre de la mort, c'est qu'on ne peut pas en parler. Il n'y a que de la vie dont on parle. Et même là, encore très souvent maladroitement. Mais souvent, quand les gens essaient de parler de la mort, ils disent des phrases qu'il ne faudrait pas dire, parfois des conneries, parfois des choses déplacées, des flous. Et donc, il faut accepter qu'on ne sait pas exactement ce qui se transmet entre ceux qui partent et ceux qui restent. Mais de mon expérience, ce qu'on sait et ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a une conversation qui se prolonge. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une transmission comme on vous a donné quelque chose, vous vous en saisissez et
l'autre n'est plus là. C'est plus compliqué que ça, en fait. Le propre du deuil et de ce que ceux qui sont partis nous laissent, c'est qu'il existe une possibilité de poursuivre autrement la conversation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mes grands-parents, mais en fait, ce que je vous disais à mi-mot, c'est que non seulement je poursuis aujourd'hui, mais je renouvelle de façon très particulière une conversation avec eux alors que ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là. Et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, en fait, que nos descendants ou ceux qui nous survivent vont garder en vie de nous cette conversation qui se prolonge. Et c'est ce que je vous souhaite. Mais votre question est quand même stimulante parce que il y a la transmission affective, elle est préverbale. C'est-à-dire que quand on se tait, on transmet quelque chose non verbal. Et les enfants, les proches, sentent cette émotion à laquelle ils donnent une forme verbale. Mais c'est eux qui donnent une forme verbale à ce qui a été transmis par le parent silencieux. Et c'est-à-dire que c'est eux qui sont contraints à l'œuvre d'art. Ils sont contraints à la philosophie. Ils sont par le silence parental. Sinon, c'est l'angoisse. Et quand ils ont la force de renoncer à la pensée paresseuse, au slogan, c'est-à-dire, à ce moment-là, ils donnent une forme verbale au malheur non dit de leurs parents. Quelque chose est passé, préverbalement. Oui. Moi, je dirais que même parfois, ça saute une génération de façon étrange. Moi, j'ai eu l'impression dans ma famille que je poursuivais le silence, que moi, je ne pouvais pas poser certaines questions parce que j'avais peur qu'en les verbalisant, d'abord, je crée de la souffrance ou je provoque un effondrement chez mes parents ou mes grands-parents que mes mots auraient pu provoquer. Et donc, je n'en parlais pas, ou en tout cas autrement, ou peut-être je l'ai déplacé, ce questionnement, vers d'autres supports dans ma vie. Mais je me rends compte que, par exemple, mes enfants ont un accès, une génération plus tard, à une parole. J'ai un souvenir très clair un jour d'avoir surpris mon fils qui était tout petit, qui a appelé sa grand-mère, donc ma mère, au téléphone, et out of the blue, comme on dit en anglais, entre la poire et le fromage, il lui a dit « Mamie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre ?» Et ça venait, mais vraiment de nulle part. Et je me suis dit, en l'entendant, que moi, jamais de la vie, j'aurais posé une question pareille. Je ne me serais pas sentie autorisée. Mais avec la latence du temps, quelque chose devait se dire et attendait d'être dite par l'enfant. Absolument. Mais j'ai eu une enfance un peu particulière où j'ai subi ce dont on parle à demi-mot, la guerre de 40. Et mes petits-enfants me font des poésies où ils me comparent à Zorro. C'est-à-dire que mais papé, tu es Zorro. Alors j'ai des dessins avec des poésies, je les crois, hein, je demande qu'à les croire. Parce que c'est ce que je proposais tout à l'heure, la distance affective rend possible cette curiosité innocente. Eux, ils peuvent dire grand-père, grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Ce que les enfants ne peuvent pas dire. Les petits-enfants peuvent poser la question. Et il y a plein de témoignages comme ça qui montrent que parler avec ses petits-enfants, c'est une décontraction, parce que l'enjeu n'est pas le même. La proximité affective, l'enjeu est beaucoup plus lourd avec nos propres enfants. Un mot de travers, ça peut blesser. Mes petits-enfants, on peut en rire, d'ailleurs on en rit, on fait des dessins, on en rit. Et ça les intéresse beaucoup. Eux, ils ont le recul, vous avez dit le recul du temps. Eux, ils ont le recul du temps que n'ont pas les enfants. Les enfants sont contraints à affronter et les petits-enfants peuvent blaguer et raconter. Et même, j'ai un ami qui a été à Auschwitz, qui a survécu. Il y a quand même eu 27 000 survivants sur 8 à 900 000 déportés. Et il est devenu professeur de psychoéducation. Son fils n'a jamais osé poser une seule question à son père. Et le père, à la fin de sa vie, disait « Je raconte à mes petits-enfants, je raconte Auschwitz en souriant. » Comment peut-on faire ça? Comment peut-on sourire d'Auschwitz? Eh bien lui, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus transgénérationnel. Et j'ai dirigé une thèse sur ce sujet.
Et la doctorante avait trouvé une femme qui était roumaine, et elle parlait allemand, excusez-moi, elle parlait allemand, parce qu'en Roumanie, il y avait une grosse population allemande. Donc elle parlait allemand, roumain, et comme beaucoup de Roumains, elle parlait aussi français. Et quand la Shoah roumaine a commencé à la fin de la guerre, alors que tout le monde savait que l'armée allemande était défaite, en quelques mois, 90 à 95% des Juifs roumains ont été exterminés, grâce à une technique administrative impeccable. Elle a réussi à s'enfuir, elle arrive à Paris, place de la Concorde, et comme elle parle roumain, comme elle parle allemand couramment, c'est sa langue maternelle, comme elle parle français, elle est engagée dans un ministère de l'armée allemande d'occupation, place de la Concorde. Son mari s'engage dans la résistance armée, ils se séparent, et elle transmet donc des documents important, elle était au cœur des documents allemands et elle les transmet à son mari qui était dans la résistance. Mais c'était devenue une femme dangereuse qui pensait qu'elle allait mourir tout le temps. À un mot de travers, elle allait mourir. Et à un moment, elle transmet à son mari des messages et son mari, avant de partir dans la résistance armée, lui avait fait un cadeau, elle était enceinte. Et au moment de l'accouchement, elle dit à la doctorante, au moment de l'accouchement, j'avais peur de crier en yiddish. C'est-à-dire, elle pensait dans son angoisse que même dans les cris, l'accent yiddish allait se transmettre et qu'elle allait mourir. Et puis arrive la libération, elle est vivante, le petit garçon premier-né est vivant, le mari rentre, il est vivant, et il lui fait un deuxième cadeau, une deuxième grossesse, au moment des retrouvailles. Sauf que Monsieur 1943 n'avait pas du tout la même mère que Monsieur 1945. Monsieur 1943 avait une mère anxieuse qui pensait à la mort tout le temps, alors que Monsieur 1945 avait une mère qui ne pensait qu'à la vie retrouvée, à faire la fête tout le temps. Quand on parle avec les enfants, Monsieur 1943 dit « Maman est fragile, hein, il faut vraiment la préserver ». Et Monsieur 1945 dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est solide comme un roc. » Et il l'emmène faire un voyage à l'âge de 90 ans. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas passif face à la vie. On peut l'interpréter, on peut l'affronter, on peut la métamorphoser, on peut faire quelque chose du malheur qui nous est arrivé à condition de le métamorphoser et à condition d'en faire un récit, une œuvre d'art partagée. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un C qui veut dire cyrillique. Voilà. Bonsoir. Et travaillant beaucoup dans le transgénérationnel, j'ai entendu, vous avez parlé de la victimisation, les gens, parce qu'ils se sentent victimes, estiment que rentrent dans une hiérarchie de pouvoir. Mais avec mes observations, je me demande dans quelle mesure la possibilité de faire ça n'est pas liée au transgénérationnel, car les traumas transgénérationnels s'accumulent de génération en génération depuis très longtemps sans avoir été traités. Le silence qui a été fait, aujourd'hui on parle, autrefois on ne parlait pas. Et le silence, siècle par siècle, s'accumule et malheureusement les systèmes, comme une boule de neige, prennent plus de poids. Et donc chez chacun, le poids de la victimisation est activable. Et c'est pour ça qu'en réalité, tout le monde est touché par la souffrance et la victimisation. Et malheureusement, aujourd'hui, ils en font un outil de pouvoir. Je vais laisser Boris répondre, mais juste je pensais en vous écoutant au fait que ces dernières années on parle beaucoup de l'accès à la parole, évidemment, qui est mise en avant. Moi je me pose toujours la question de la parole des victimes, voilà. Et je me pose toujours la question fondamentale de à quoi ça sert de parler. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène un peu vicieux, c'est que parfois, si la prise de parole, elle sert à
à vous enfermer dans le récit de ce qui vous est arrivé, parce que vous allez le raconter encore et encore, alors elle dessert précisément, très précisément, ce qu'elle était censée remplir comme fonction. Et de quelle manière on fait, et là peut-être c'est une question que je pose moi aussi à Boris Cyrulnik, comment on fait pour que la parole et la possibilité de raconter, au lieu de vous enfermer dans ce qui vous est arrivé, vous permettent de dire « voilà ce qui m'est arrivé, mais je ne suis pas ce qui m'est arrivé ». Je vote pour vous. Mais bien sûr, puisque de toute façon la parole c'est un acte de création. La récitation, le slogan, c'est un arrêt de la pensée. Et c'est comme ça que beaucoup de partis politiques arrivent au pouvoir. Ce qu'on voit quand un peuple est en difficulté, il est malheureux, il est désorganisé, il donne le pouvoir à quelqu'un qui le leurre, qui l'escroque en le sécurisant. Alors, là, ce que vous dites, je le partage totalement. Simplement, il faut le récit est quelque chose d'évolutif. La mémoire est évolutive. La mémoire figée, c'est le syndrome psychotraumatique. Alors là, rien ne change. On rumine et on est de plus en plus mal. Donc ça, c'est la définition, ça pourrait être la définition du syndrome psychotraumatique. Alors que la parole est un organe vivant qui rencontre une autre parole. Donc ça fait un débat. Si on n'est pas d'accord, c'est parfait, à condition d'avoir une mise en scène, un lieu de parole, ce que bien sûr dans les régimes autoritaires ou dans les régimes dictatoriaux, il n'y a pas de lieu de parole. Regardez, quelle est la première cible d'un candidat dictateur? La télévision. Il envoie l'armée s'emparer de la télévision. Les journalistes qui vont répéter la parole du maître auront une promotion, et les autres seront déportés, emprisonnés, torturés, fusillés, comme ça se voit régulièrement dans tous les régimes totalitaires. Et alors là, il y a une parole figée. Ce n'est pas la parole organe vivant. La parole est un organisme vivant. On éprouve des émotions quand on entend des mots, alors que quand on entend une récitation, on se rend prisonnier de la certitude. Rien ne bouge, je sais où est la vérité, rien ne bouge. Et même dans la foi religieuse, il est important d'avoir des moments de doute, parce que ça nous oblige à réfléchir. Ça nous oblige à nous remettre en cause. Sinon, on est des récitants, et ça peut évoluer vers le fanatisme, comme on le voit actuellement dans beaucoup de... Alors la religion, elle peut être sacrée, mais elle peut être aussi profane. Il y a eu des religions idéologiques, et actuellement on voit apparaître des religions financières. Donc des certitudes qui arrêtent la pensée. Donc le doute est fatigant comme un jogging. J'ajouterais que ce à quoi on assiste d'un point de vue religieux aujourd'hui, et vous l'avez sans doute constaté, c'est une montée en puissance du messianisme, ce qui n'est pas du tout un hasard. On entend aujourd'hui se développer des discours messianiques. C'est quoi les discours messianiques ou eschatologiques? C'est ceux qui consistent à précipiter la fin des temps, généralement au nom de ce qu'il y avait au commencement. C'est-à-dire qu'on veut précipiter la fin pour revenir au début. C'est vrai dans toutes les religions monothéistes. C'est vrai, évidemment, aujourd'hui, on le voit dans l'islam, la volonté de reconstruire un califat, c'est-à-dire que l'avenir soit ce qui était au début. Dans la tradition juive, on le voit aussi apparaître des voix qui veulent reconstruire le temple, voire revenir au début. Même chose dans les discours évangélistes. On a, aux États-Unis, il y a évidemment cette volonté de revenir à la pureté du commencement. Cet idéal du pureté est propre à précipiter la fin de l'histoire. Dès que vous commencez d'ailleurs à être obsédé par la pureté de votre pensée, de votre corps, de votre pratique, eh ben vous êtes précisément sur cette pente, en fait. Il faut cultiver l'impureté, c'est-à-dire la conscience, toujours, de ce qu'on doit non seulement au doute, mais à ce qui nous a, entre guillemets, contaminé ou fertilisé ou influencé en route. On est qui on est, parce qu'il nous est arrivé quelque chose, mais qu'on en a fait quelque chose. Et de ce point de vue-là, c'est comme une recette contre ces obsessions mortifères du commencement, de l'intact, de l'authentique et du pur qui nous submerge. Bonsoir. Où êtes-vous ? Là. Et vous avez fait allusion tout à l'heure, Delphine, rapidement par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Je voudrais revenir à ce théâtre terrible qui se joue à la fois en Israël
à Gaza et en Cisjordanie. Et j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous aurez à nous transmettre sur la place de la parole, du silence, du doute, du dialogue. Je trouve, pour moi, que c'est extrêmement difficile de discerner quelle parole poser, quand est-ce que silencer, comment faire dialoguer, comment garder à la fois l'espérance et à la fois voir les horreurs. Et je serais vraiment intéressée de vous entendre là-dessus. Merci à vous. Depuis quelques semaines maintenant, la question qui m'obsède et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est la question de comment on préserve pleinement notre humanité. On le sait, le propre psychologique, quand on est témoin de l'inhumanité ou d'une violence terrible, d'une barbarie, en fait, on perçoit très vite l'effet contaminant. C'est-à-dire que c'est très très difficile de préserver votre humanité parce que immédiatement vous êtes emporté dans le chaos. Il faut faire attention à ce moment-là à ce qui traverse votre pensée, à une façon de tout à coup de ne pas percevoir l'autre, de ne plus le voir comme un individu, mais de définir son groupe, de le déshumaniser, comme disait Boris, en utilisant des images animales. C'est très intéressant, on en parlait en coulisses tout à l'heure, que tous les belligérants aujourd'hui déshumanisent l'autre en le qualifiant d'animal. Et c'est troublant parce qu'on le sait, et Boris le sait encore bien mieux que moi, les animaux ne se comportent pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le propre de cette bestialité, c'est qu'elle est humaine, elle n'est pas animale. Et donc, il faut toujours se poser la question de comment on va réussir à préserver cette humanité. Moi, je me dis que pour la préserver à titre personnel, j'ai décidé de renforcer les ponts. C'est-à-dire que dans un temps de guerre, la première chose qu'on fait toujours dans les conflits, c'est qu'on détruit les ponts et on construit les murs. C'est une constante de la philosophie de la guerre. Et on voit aujourd'hui comment c'est facile d'élever des murs et c'est très difficile de préserver les ponts. Et moi, j'essaie aujourd'hui de les consolider. Ça veut dire de réactiver toutes ces amitiés, par exemple, et ces liens avec le monde de l'autre qui sont menacés. C'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois, on est déçu. Moi, j'ai attendu des paroles désespérément, parfois, ces dernières semaines, que je n'ai pas entendues. J'ai eu l'impression que, voilà, il manquait des mots, parfois il manquait des gestes et il manquait des présences. Il y avait une façon de raconter ce qui se passait de façon ultra caricaturale, comme s'il y avait des bons d'un côté, des méchants de l'autre, des forts d'un côté, des faibles de l'autre. Alors qu'on voit bien, on assiste à une simplification grotesque, souvent qui est énoncée par des gens qui ne connaissent rien à rien, qui n'ont aucune connaissance du Proche-Orient et de l'histoire de ces conflits, et qui vous assènent avec des certitudes incroyables leur lecture. Donc voilà, c'est compliqué parce que la menace, en ces temps-là, c'est non seulement de construire des murs, mais de se retrouver dans l'entre-soi. Et je le vois beaucoup autour de moi, y compris, voilà, et c'est naturel et je le comprends très bien. Dans la communauté juive autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sentent qu'ils sont forcés, poussés à retourner au ghetto, contraints et forcés, qui ont passé des années à être dans une ouverture à l'autre, dans une confiance en l'autre. Et aujourd'hui, ce qui se passe fait qu'on retourne dans un entre-soi qu'on a tout fait pour éviter. Donc ça va être, pour moi, le défi gigantesque de préserver les ponts dans les temps à venir. J'avais proposé il y a quelques années, ça faisait partie de mes idées idiotes que j'ai assez régulièrement, je voulais qu'on crée des dîners de ponts, sur le modèle des dîners de cons. Vous savez, on invite quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on se retrouve sur un pont pour continuer à échanger. Et s'il faut, comme le dit Boris Cyrulnik, à ne pas être d'accord du tout. Mais ça devient difficile pour plein de raisons, y compris, et j'en dis juste un mot, y compris à cause de la modalité conversationnelle qui est la nôtre aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux qui est terrible, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un temps où on ne parle plus et on ne s'informe plus et on ne se connecte plus qu'à des gens qui pensent comme nous, votent comme nous, voilà, on lit les mêmes livres et la plupart du temps aucun. Et en fait, c'est très compliqué de prendre le risque d'une conversation où l'autre pourrait vous convaincre de quelque chose. Il ne peut pas vous convaincre que vous avez tort, puisque par définition, vous ne parlez qu'à quelqu'un qui pense exactement comme vous, ou qui croit les mêmes bêtises, ou qui,
encore, et c'est encore pire aujourd'hui, qui est prêt à sacrifier la vérité. C'est-à-dire qu'on est dans cette ère de post-vérité, où vous aurez beau démontrer à quelqu'un de 1000 manières que c'est ce qui s'est passé. Je veux juste partager avec vous ça. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, malheureusement. Voilà, j'ai pas le choix, j'écris des choses, je publie. Et tous les jours, je reçois des milliers d'insultes. Bon, c'est pas grave, j'ai une certaine habitude. Mais ce qui est phénoménal, c'est que, on va dire, sur 1000 insultes que je reçois autour de la situation en Israël et du conflit, 950 consistent à me dire « ça ne s'est pas passé ». Et qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Il y a des films, il y a des images, il y a des témoignages, il y a des gens qui racontent, il y a tout ce que vous voulez, en fait. Mais la puissance, et là ça relève de la psychanalyse ou la psychologie, et vraiment c'est un sujet qui me fascine moi aujourd'hui, c'est d'où vient la puissance du déni, ce qui est en fait lié au révisionnisme aussi, on le sait, mais de se dire non, 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 même s'il y a des films, même s'il y a des images, même s'il y a des témoignages, je vais continuer à dire ça ne s'est pas passé. Et donc, voilà, comment poursuivre, enfin, comment faire pont avec les cons. Eh bien, puisque vous m'y invitez, je vais... je vais construire un pont. Un pont, hein. J'ai donné des cours à Ramallah, à l'université de Birzeit, en territoire palestinien, cisjordanien. J'ai dirigé des thèses de palestiniennes. Les Palestiniens savaient parfaitement qui ils invitaient. Je n'ai eu aucun problème, et même une Palestinienne que j'ai invitée chez moi, à Toulon, avec, devinez qui, un Israélien, une Algérienne, et vous savez quoi? Ça s'est très bien passé. Parce que c'était des relations humaines, on n'était pas d'accord, on s'expliquait, on n'avait pas la même expérience, on n'avait pas vécu les mêmes choses. On pouvait chercher à construire un pont, et il est constructible. Il suffit pour ça d'éliminer les extrêmes, c'est-à-dire le Hamas et l'extrême droite israélienne. C'est dès l'instant où on aura trouvé un moyen d'éliminer les extrêmes, on pourra discuter et on trouvera des solutions. Parce que mon témoignage, là, ce n'est pas une réflexion, c'est un témoignage. Hein. Si vous ne me croyez pas, ma femme est dans la salle. Hein, donc... C'est-à-dire, et oui, parce que la puissance du déni, comme vous l'avez dit, la puissance du déni est stupéfiante. Le réel est accessoire. Quand on veut croire quelque chose, on se fout du réel. Sauf si on se rencontre. Et là, ce qu'on dit depuis le début de notre rencontre, c'est que là, on a des émotions, on a un visage, on a des paroles, on a des gens qui se tiennent bien à table, des gens qui se tiennent mal, des gens qui font rire, on a des relations humaines. Et là, on peut trouver des solutions. Il y en a, elles sont logiques. Ces solutions sont logiques, c'est pour ça qu'on n'y pense pas. Parce que quand on donne le pouvoir aux extrêmes, on a des récitations où chacun ignore l'autre, ce qui permet la guerre. L'arrêt de l'empathie caractérise la guerre. Chacun ne pense qu'à son propre camp et se moque, ne pense même pas au malheur qu'il inflige à l'autre camp. Quand vous voyez les discussions actuellement, chacun souffre, et ne pense qu'à sa propre souffrance sans même évoquer la souffrance qu'il a infligée aux autres. Faisons taire les extrêmes. Toute mon aventure humaine s'est passée entre un clivage de pensée politique entre la droite ou la gauche. Actuellement, je crois que la nouvelle pensée politique, c'est éliminons les extrêmes qui se ressemblent, qui sont très proches l'un de l'autre, et là, on pourra parler et trouver des solutions. J'ajouterais juste que les Israéliens qui ont été assassinés et kidnappés ces dernières semaines étaient et sont et restent les plus grands bâtisseurs de ponts qui aient jamais vécu dans cet état. Ce sont eux
les vrais héritiers d'Yitzhak Rabin, eux qui militent et construisent de façon extraordinaire des ponts. Et c'est pas du tout un hasard, à mon sens, que le Hamas s'en soit pris à eux, parce que l'intérêt du Hamas, c'est que jamais ne puisse être construit ces ponts. D'où, effectivement, la problématique de comment se débarrasser de cette menace, de comment se débarrasser du Hamas. Moi, mille fois, dans les insultes que je reçois, les gens me disent « Pourquoi vous n'appelez pas un cessez-le-feu ? Pourquoi vous n'appelez pas un cessez-le-feu ?» Mais il faut comprendre... moi, je suis évidemment pour, comme tout le monde, que cesse le feu. Mais comment vous garantissez à ces populations, à côté de Gaza, que demain matin, le 7 octobre ne recommence pas, puisque c'est très exactement ce que le Hamas promet de faire. Donc, si quelqu'un est capable de m'expliquer comment cette garantie peut être donnée, alors j'en serais très heureuse, si c'est fait de façon polie, bien sûr. Une dernière question. Bonsoir. J'aurais voulu... C'est là. J'aurais voulu aborder le sujet de la culpabilité. On a parlé beaucoup de victimisation, de boucs émissaires, de la guerre de 39-45 et de tout ce qui s'est passé, des pogroms, et de tout ce qui s'est passé dans notre histoire et qui est malheureux. J'aurais voulu savoir comment on peut transmettre avec la culpabilité. Merci. Alors, je ne sais pas si je dois l'appeler culpabilité judéo-chrétienne ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est très prégnant, je pense, dans les relations et dans ce que sont les hommes et les femmes. Et j'aurais voulu savoir, peut-être, Madame Horviller, Delphine, si vous pouviez nous répondre sur cette transmission de la culpabilité, comment on peut se construire. Alors, je vais parler de la tradition juive, moins de la tradition chrétienne par définition, mais dans la tradition juive, il y a un grand malentendu sur cette question de la culpabilité. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle est extrêmement centrale. Souvent, on met en avant le fait que, par exemple, il y a un jour solennel dans l'année qui s'appelle le Grand Pardon, où les Juifs vont, pour beaucoup d'entre eux, à la synagogue. C'est le moment où ils y vont, parce que le reste de l'année, ils n'y vont pas tellement. Quand ils y vont, pour ceux qui y vont, ils se frappent la poitrine et on met en avant notre culpabilité, les coupables, nous avons fauté, nous avons péché. Mais, donc on met en avant cette fête, mais ce qu'on oublie justement de dire, c'est que si Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, a lieu une fois par an, c'est que le reste de l'année, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est condensé ce jour-là, comme une espèce de façon d'en parler et de l'évacuer, d'une certaine manière, le reste de l'année. Il y a un malentendu sur la culpabilité et le pardon, souvent qui est lié même au mot lui-même, pardonner en hébreu. En fait, si je devais le dire de façon un peu caricaturale, le judaïsme, et c'est peut-être une vraie différence avec le christianisme, c'est un moment de religion comparée, le judaïsme ne croit pas beaucoup au pardon. En tout cas, il ne croit pas à la possibilité de faire tabula rasa, table rase de ce qui s'est passé. Le mot hébreu pour dire pardon, c'est celui qui a donné le mot Yom Kippour, kapara en hébreu, ça veut dire très exactement recouvrir. Ça ne veut pas dire pardonner. C'est comme si ma faute était là, et quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas m'en débarrasser. Ce que je peux faire d'une manière très particulière, c'est faire que dans ma vie, elle ne soit plus complètement à découvert. En fait, je peux opérer une forme de recouvrement qui ne va pas la faire disparaître, abracadabra. Ce que j'ai fait, de la même manière que ce qui m'est arrivé, fait toujours partie de ma vie. Mais je vais trouver un récit, dans la mesure du possible, éthique et moral, ou salutaire, qui me permettra de ne pas être à découvert, ni avec ce qui m'est arrivé, ni avec ce que j'ai pu faire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un rapport donc à la faute et au pardon qui est assez différent de ce que la culture populaire imagine quand elle parle de cette éternelle culpabilité judéo-chrétienne. Alors, cette notion de culpabilité est quand même capitale, surtout dans une culture chrétienne. C'est-à-dire qu'il faut expier une faute. C'est probablement le fondement d'une morale. On ne peut pas tout se permettre. Or, sinon, je me bats la culpe, je suis coupable. C'est pour ça que cette notion de culpabilité
a une connotation morale. Lorsque la culpabilité est trop forte, c'est une autodestruction, un empêchement à vivre. Et lorsqu'à l'inverse, il n'y a pas du tout de culpabilité, on est dans une situation perverse. C'est-à-dire que seul compte mon désir. L'autre n'existe pas. Sa mort, sa souffrance, j'en ai rien à faire. C'est ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays, et c'est ce qui se passe habituellement dans les pays en guerre. Parce que dès l'instant où on a une pensée perverse, c'est-à-dire une pensée sans altérité, on peut tout se permettre. Et on voit que les nazis, qui après la guerre sont restés nazis, c'est-à-dire la plupart des nazis, les Allemands ont découvert la faute, mais les nazis sont restés nazis. Et ceux-là n'ont toujours aucune culpabilité. Ils se demandent quelle faute ils ont commis. Tuer 6 millions de personnes, ce n'est pas une faute. C'était même une opération. C'était tuer 6 millions de personnes, les juifs, tous les juifs, les tziganes, les homosexuels, les malades mentaux. Il suffisait de tuer à peu près 20 ou 30 millions de personnes et vous aurez eu droit à 1000 ans de bonheur. C'est écrit dans Mein Kampf. Des millions de gens intelligents ont gobé cette représentation perverse. Parce que c'était le confort dans la servitude. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai connu une situation très proche, quand j'étais enfant, pendant la guerre, très proche de celle que connaissent les petits otages israéliens enfants aujourd'hui. Être menacé de mort sans arrêt, voir sa famille disparaître, j'imagine très bien ce qu'ils peuvent ressentir. Je suis convaincu que leurs geôliers n'ont aucune culpabilité. Je suis convaincu qu'ils obéissent en éteignant toute culpabilité en eux, donc toute morale. C'est une situation perverse. Et je pense que quand on construit des ponts, à ce moment-là, on découvre l'autre. Et dès qu'on découvre l'autre, son malheur, ses rêves, on ne peut plus tout se permettre. Et là, la morale réapparaît. Et là, un pont, une solution devient possible. Je voudrais conclure avec, puisqu'on parle du pardon, avec une petite blague. Puisqu'on parle aussi de la réconciliation judéo-allemande. On m'a dit un jour qu'il y avait un mot en français qui qualifie la réconciliation entre les Juifs et les Allemands. C'est rabiboche.